53 km, environ 2000 mètres de dénivelé positif. Il y a quelques jours, je me suis aligné au départ du Swiss Canyon Trail. Le temps que j'ai mis, je vous le dirai à la fin de cette vidéo, c'est promis. Mais avant ça, je vais vous raconter quelque chose, parce que la vraie question, quand vous vous alignez sur un trail de 53 bornes, c'est pas « est-ce que je vais finir ?» Non, la vraie question c'est « combien de temps je vais souffrir ?» Et pour répondre, j'ai fait ce qu'un biostatisticien fait quand il s'ennuie, j'ai pris 3 ans de Strava, 753 sorties, et j'ai testé 4 modèles statistiques du plus simple au plus geek, avec un objectif un petit peu naïf, prédire ma souffrance minute par minute. Et spoiler, le modèle sophistiqué n'a pas gagné. Et à un moment donné, les données m'ont même dit un truc que je savais être faux. Et c'est là que ça devient intéressant. Ah, et puis on finira avec un truc que les bayésiens connaissent bien et que, franchement, tout le monde devrait connaître. Allez, on y va. Bon, première approche, la plus naturelle quand on veut prédire son temps de trail. On se dit, mon allure moyenne en sortie longue, c'est 7 minutes par kilomètre, le parcours fait 53 bornes, donc 7 fois 53, ça fait, allez, environ 6h10. Puis je rajoute 10 minutes par 100 mètres de D+, il y a environ 2100 mètres de D+, donc 21 fois 10, 3h30, total, 9h40. Voilà, vous avez votre prédiction. Sauf que, non. Cette méthode marche moyennement bien. Et pas parce que les chiffres sont mauvais, c'est parce qu'elle ignore quelque chose de fondamental, la localisation du dénivelé. Regardez ces deux profils. Les deux font 1000 mètres de D+, sur 50 km. Mais le premier, vous le faites tranquille, la grosse bosse arrive sur jambes fraîches au kilomètre 10. Le deuxième, vous attaquez la même bosse, mais au kilomètre 40, sur des jambes mortes, ça n'a strictement rien à voir en termes de souffrance. En gros, c'est comme prévoir le coût d'un trajet en voiture en regardant juste la distance. Si vous me dites 500 km, je sais pas si vous me parlez d'une autoroute toute plate ou de 5 cols à 8% d'affilée. C'est pas la même consommation. Donc l'idée du projet, c'est de faire mieux. On va prédire kilomètre par kilomètre. Pour chaque borne, on regarde sa forme à elle, sa pente, la fatigue déjà accumulée jusque-là, l'intensité, et on prédit l'allure de ce kilomètre. Au final, j'ai 474 sorties de course à pied exploitables. Donc je vire le vélo, la muscu, les randos, les sorties sur tapis sans GPS. Ça me fait 3849 segments d'un kilomètre pour entraîner mes modèles. C'est mon jeu de données. Très vite, comment ça marche concrètement? Je prends chaque sortie et je la découpe en petits paquets d'1 kilomètre. Et pour chaque paquet, je calcule d'un côté ce que je veux prédire, donc l'allure en secondes par kilomètre, ça c'est ma cible, et de l'autre côté, les variables qui devraient expliquer cette allure, donc la pente moyenne du segment, la distance déjà parcourue dans la sortie, parce que au kilomètre 25, on est plus cuit qu'au kilomètre 5, le D+, déjà encaissé, 1 km après une grosse bosse, c'est pas le même qu'après du plat, et la déviation de fréquence cardiaque par rapport à la moyenne de la sortie, c'est-à-dire en clair, sur ce kilomètre-là, est-ce que mon cœur il battait plus vite ou moins vite que ma moyenne du jour? Bref, on transforme chaque sortie en une suite de mini-courses d'1 kilomètre, chacune avec sa fiche d'identité. Ah, il y a un détail qui change tout, c'est l'altitude GPS, c'est bruité de chez bruité. Et si je laisse l'altitude brute, j'accumule 200 mètres de faux dénivelé par sortie, donc juste à cause du bruit du capteur. Donc je lisse l'altitude par une moyenne mobile sur 11 secondes avant de calculer le D+, sinon mes données elles disent que je grimpe sans arrêt l'Everest et le modèle il apprend n'importe quoi. Donc voilà, ça c'est dit. Et dernière chose avant d'attaquer les modèles, pour mes 474 sorties passées, j'ai toutes mes variables. Pente, distance, dénivelé, fréquence cardiaque, pas de souci. Mais pour la course que j'ai pas encore courue. Le tracé GPS de la course, je l'ai. Donc la pente, la distance cumulée, le D+ cumulé à chaque kilomètre, je les connais, il n'y a pas de problème. Mais la fréquence cardiaque, là je l'ai pas. Et évidemment, personne ne sait quelle sera sa fréquence cardiaque sur 1 kilomètre d'une course pas encore courue. Et ça va devenir un problème intéressant, et gardez-le en tête. Voilà, le décor est planté, données, cible, problème de la fréquence cardiaque en course, et une dernière précision méthodo, sinon la suite perd son sens, pour comparer mes modèles équitablement, je mets de côté les 4 dernières semaines de mon historique, comme jeu de validation. Toutes les erreurs que je vais vous citer dans la suite, c'est sur ces semaines-là, des sorties que le modèle n'a jamais vues et qui reflètent en plus ma forme la plus récente. Donc le scénario le plus pertinent pour la course à venir. Voilà, maintenant on peut attaquer les modèles, donc j'en ai testé 4, du plus simple au plus geek. Maintenant le cœur du sujet, V1, V2, V3, V4, du gamme contre 1 au réseau de neurones bidirectionnels. Alors pour chacun on se pose 3 questions, qu'est-ce qu'il fait de plus, qu'est-ce qu'il prédit, est-ce que ça vaut le coup? Avant d'attaquer le premier, une image qui va nous suivre tout le long, c'est qu'un modèle c'est juste une boîte. À gauche on a des entrées, les variables qu'on lui donne pour chaque kilomètre, pente, distance cumulée et tout le tralala, et à droite une sortie, l'allure prédite, jusque là tout va bien, et sur le dessus de la boîte il y a des boutons. Deux types, les boutons internes, le modèle les règle tout seul en s'entraînant sur mes 474 sorties passées, ça on s'en fiche, c'est l'algo qui s'en occupe, on appelle ça des paramètres. Et les boutons externes, ça c'est nous qui les réglons à la main pour la prédiction. Le facteur de course, les forces cibles, la stratégie d'allure, etc. Ce sont eux qui vont devenir intéressants. Et ce sont eux qu'on va faire varier dans le Monte Carlo tout à l'heure. Donc gardez cette image en tête. Boîte, entrée, bouton, sortie, ça
c'est le plan de travail. On commence par un modèle qu'on appelle un GAM pour Generalized Additive Model. Un GAM, mais c'est quoi ça encore? En gros, c'est un modèle qui apprend, pour chaque variable d'entrée, la courbe qui colle le mieux aux données. Alors pas juste une droite, mais une courbe. Je vous renvoie à la page Wikipédia pour les détails. Ce qu'il faut retenir, c'est souple, et surtout c'est hyper lisible. Donc concrètement, je lui donne 4 entrées par kilomètre, la pente, la distance déjà parcourue, le D+ déjà accumulé, et la déviation de fréquence cardiaque par rapport à la moyenne de la sortie. Et il doit me prédire une sortie, l'allure de ce kilomètre, en secondes. C'est tout. C'est ça le modèle. Première tentative naïve, je le laisse apprendre librement, et là, catastrophe. Le modèle, il apprend que plus la sortie est longue, plus je vais vite. Si. Genre, courir 40 bornes, ça me fera aller plus vite que courir 10 bornes. Bon, évidemment, c'est faux. La cause, un biais de sélection énorme dans mes données. Mes longues sorties, c'est mes trails préparatoires que je cours à un effort soutenu. Mes sorties courtes, c'est mes footings tranquilles du mardi matin. Et le modèle, il voit que long égale rapide, et il extrapole bêtement. Et si je le laisse faire, il me prédit la course du Swiss Canyon Trail en 4 heures, quoi. Alors c'est cool, mais non. Alors la parade, on force mathématiquement la fatigue à être monotone. Alors monotone, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut seulement monter tout le temps ou descendre tout le temps. Donc autrement dit, dans notre cas, l'allure ne peut qu'augmenter avec la distance accumulée et jamais diminuer. C'est comme dire au modèle, écoute, je veux bien que tu apprennes plein de trucs des données, mais il y a une règle qu'on n'en fera pas, c'est que courir 50 km, ça fatigue plus que courir 30 km. Point. Et là, miracle, l'erreur de validation passe de 100 secondes par kilomètre à 50 secondes, divisé par 2, juste en imposant une contrainte physiologique de bon sens. Pour situer 50 km par seconde, c'est encore beaucoup. Sur 53 bornes, ça fait jusqu'à 44 minutes d'écart possible. Mais c'est notre baseline. C'est contre ça que les 3 autres modèles vont devoir se battre. Ok, maintenant je vais faire prédire la course à mon modèle. Donc petit problème pratique, la fréquence cardiaque, je l'ai pas pour la course. Donc qu'est-ce que je lui donne en entrée? Réponse, 0. Je lui règle l'écart de fréquence cardiaque à 0 partout. Pourquoi? Parce que cette variable, elle capture les pics intra-sorties, les moments où on accélère et où on lève le pied. Et en course, allez, disons que je vise un effort soutenu constant, pas de sprint dans la descente au kilomètre 14, donc écart nul, logique. Petit détail technique en passant, qui aura son importance plus tard, pour entraîner mon GAM, je donne plus de poids aux sorties récentes qu'aux anciennes. Donc une séance d'il y a une semaine, elle compte beaucoup plus qu'une séance d'il y a 6 mois. C'est une pondération exponentielle classique. Voilà, ça c'est dit et on s'en servira. Il y a un détail qu'on va reprendre plus tard, mon V1, donc mon GAM, il a été entraîné sur l'allure moyenne de mes sorties, qui mélange footing tranquille et sortie soutenue. Et en course, je vais évidemment pousser plus que la moyenne. Donc je calcule un petit coefficient à partir de mes meilleures sorties trail, et concrètement, je regarde mes sorties courues à effort vraiment soutenu, et je calcule de combien j'allais en moyenne plus vite que le modèle ne le prédisait. Et pour mes données, ce ratio il vaut 0,94. Autrement dit, à effort soutenu, je suis 6% plus rapide que la moyenne de mon historique. Ça c'est mon premier bouton externe si vous voulez, c'est le facteur de course. Je le règle à 0,94 et je l'applique en sortie du modèle. Et notez bien ce 0,94, on va se le rappeler dans pas longtemps. Verdict du V1, avec ce facteur appliqué, prédiction de 7h28 pour la course, et un tableau de marche kilomètre par kilomètre. Et là déjà on peut jouer, si je passe au kilomètre 10 sans problème gastrique, parce que c'est quand même le risque numéro 1 en trail, alors je devrais tenir cette allure-là au kilomètre 25, et cet autre au kilomètre 40, etc. Les premiers repères, on le garde. Maintenant, est-ce qu'on peut faire mieux en rajoutant de l'info? Tentons. Deuxième modèle, on tente d'enrichir. L'idée, c'est que la fréquence cardiaque moyenne d'une sortie devrait me dire si c'est un footing tranquille pépouze ou une séance soutenue. C'est logique, non? Plus la fréquence cardiaque est haute, plus l'effort est intense, donc plus l'allure devrait être rapide à terrain donné. Donc même boîte qu'avant, avec une entrée en plus, la fréquence cardiaque moyenne de la sortie et surtout un nouveau bouton externe, la valeur de fréquence cardiaque qu'on choisit pour la course. Parce que je sais pas exactement à quelle fréquence cardiaque je vais courir, donc je fais une estimation. Je prends le 80e percentile de la fréquence cardiaque moyenne de mes longues sorties trail passées, ça me donne environ 144 battements par minute. C'est mon estimation pour l'effort que je compte tenir sur cette heure de course. Je règle le bouton à 144 et je laisse tourner. C'est pas un mauvais choix, sauf que ça marche beaucoup moins bien qu'attendu. Pourquoi? Allez, on réfléchit ensemble. Mes footings tranquilles, ils sont sur route plate, donc fréquence cardiaque basse, allure rapide. Mes trails, ils sont en montagne, donc fréquence cardiaque moyenne, allure lente, et à fréquence cardiaque égale, c'est le terrain qui décide. C'est comme essayer de juger l'effort d'un cycliste juste en regardant son cardio, sans savoir s'il monte ou s'il descend. Vous serez perdu. Donc la fréquence cardiaque reste utile, mais seulement à l'intérieur d'une sortie. La déviation d'un kilomètre par rapport à la moyenne de la sortie, ça capte les moments de pouce. Entre sorties, c'est confondu avec le terrain.
C'est une nuance importante. Verdict du V2, prédiction de 8h09. Assez pessimiste et l'erreur de validation passe de 50 à 53 secondes par kilomètre, légèrement pire que V1, aucun gain, on passe. Et puisque rajouter une variable n'a pas marché, on va essayer l'inverse, sortir l'artillerie lourde. Si la simplicité plafonne, peut-être que la complexité débloque. Bon, comme tout le monde en 2026, à un moment je me suis dit, mais si on faisait un vrai réseau de neurones, du vrai deep learning, parce que voilà, on est en 2026, faut faire de l'apprentissage profond, sinon c'est pas sérieux. Mais avant de balancer un réseau brut sur le problème, je vais m'appuyer sur une formule physique connue depuis 2002, la formule de Minetti. Minetti et ses collaborateurs ont mesuré le coût énergétique de la course en fonction de la pente. Leur formule donne pour chaque pente combien d'énergie il faut dépenser pour avancer. On peut donc en déduire une allure théorique, voilà l'allure que tu devrais tenir d'après la physique pure si tu étais une machine sans fatigue. Alors bien sûr, cette allure théorique, elle colle pas pile à la réalité, il y a la fatigue, il y a le terrain technique, il y a le moral, mais il y a 1000 trucs que la physique ignore. Donc l'idée du V3, c'est de demander au réseau de neurones juste de prédire l'écart entre la physique et la réalité. Pas l'allure complète, juste l'écart. Donc imaginez un GPS qui vous donne le temps de trajet en conditions standards. La physique de Minetti, c'est le GPS, et le réseau de neurones, c'est l'application par-dessus qui ajuste pour le trafic, la météo, votre style de conduite, etc. Il ne refait pas le calcul du trajet de zéro, ça corrige juste. Donc en clair, le réseau, il apprend juste à tricher avec la physique. En jargon, c'est ce qu'on appelle un modèle hybride. La physique donne la moitié de la réponse, et le réseau apprend juste la correction qu'il faut appliquer pour coller à la réalité. Voilà, c'est tout. Donc pour ça, j'ai construit un BLSTM, peu importe, mais c'est un réseau de neurones qui regarde le profil de la course dans les deux sens, et au kilomètre 30, il sait déjà ce qu'il attend au kilomètre 45 par exemple. Notre boîte, version XXL. À gauche, je lui donne 2 paquets d'infos, ce qui change kilomètre par kilomètre, pente, distance cumulée, des plus, fréquence cardiaque, et ce qui caractérise toute la sortie, longueur totale, des plus totale, fréquence cardiaque moyenne, etc. En gros, l'identité de la sortie. Sur le dessus, un seul bouton externe, la fréquence cardiaque moyenne cible pour la course. Même problème qu'en V2, on la règle à 144 BPM. À droite, la sortie. Un facteur de correction qui vient multiplier l'allure de Minetti pour obtenir l'allure finale. Et entre les deux, à l'intérieur de la boîte, près de 80 000 réglages internes que le réseau ajuste tout seul. C'est énorme. Pour 474 sorties seulement, c'est même probablement déjà trop. On verra. Verdict, prédiction 8h44, erreur de validation 80 secondes par kilomètre. L'apprentissage profond n'a pas battu le GAM en V1. Surprise? Pas vraiment. 474 séquences, c'est tout petit pour entraîner un réseau récurrent. Et la littérature le dit depuis longtemps, sur un petit jeu de données, un modèle simple bien contraint bat un modèle complexe surparamétré. Donc voilà, je suis pas en train de dire que l'apprentissage profond c'est nul, je dis juste que c'est pas l'outil pour cette taille de jeu de données. Et que les contraintes physiologiques injectées dans V1, ça vaut tous les milliers de paramètres du monde. Bon, vous tenez encore? Petit récap avant le dernier modèle, le V1 qui gagne avec une grosse contrainte de bon sens, le V2 qui rate son coup à cause d'un truc contre-intuitif, le V3 qui sort l'artillerie lourde et fait carrément moins bien que V1. Allez, 4e et dernier modèle. Et là, je sors la grosse référence des sciences du sport. 4e modèle, on va chercher le modèle de Bannister, le maître étalon en sciences du sport depuis 1975. Petite explication rapide, avant de l'injecter dans notre boîte. D'abord, à chaque séance, on calcule un score d'effort qu'on appelle TRIMP, pour Training Impulse. L'idée, c'est la durée de la séance multipliée par l'intensité, qui mesure avec la fréquence cardiaque, avec un effet exponentiel sur les hautes intensités. Donc un quart d'heure de fractionné, ça pèse beaucoup plus qu'un quart d'heure de footing, par exemple. Donc une grosse séance dure, ça donne beaucoup de TRIMP. Un footing tranquille, peu, et un jour de canapé, ça donne 0 TRIMP. Ensuite, Bannister, il introduit 2 indicateurs. Et le plus simple pour comprendre, c'est de penser à 2 baignoires. Premièrement, la CTL, pour Chronic Training Load, c'est une grosse baignoire avec un petit trou au fond, elle se remplit lentement avec votre TRIMP et elle fuit lentement. Sa constante de temps, c'est 42 jours. Et elle représente votre forme à long terme. Ensuite, l'ATL, pour Acute Training Load, c'est une petite baignoire avec un gros trou. Elle se remplit vite, elle fuit vite, constante de temps 7 jours, et elle représente votre fatigue récente. Donc quand vous courez, vous versez du TRIMP dans les 2 baignoires en même temps. Quand vous arrêtez quelques jours, la petite, la TL, elle se vide vite, vous récupérez, mais la grosse, la CTL, elle reste assez pleine, vous gardez votre forme. Et c'est exactement le principe de l'affûtage avant une course, on arrête de remplir, la petite baignoire se vide, donc la fatigue part, la grosse reste pleine, donc la forme reste. C'est magique. Et si vous avez déjà ouvert Training Peaks, Strava ou Polar, peu importe, ou même votre Garmin Connect, ce truc-là, vous l'avez déjà vu, sans forcément savoir d'où il vient, et voilà, ça sort de Bannister, 1975.
Donc l'idée du V4, je rajoute ces deux indicateurs comme entrée à mon V1. La boîte garde tout ce qu'elle avait, pente, distance, dénivelé, écart de fréquence cardiaque, plus le niveau des deux baignoires à la veille de chaque sortie inchangée, l'allure. Nouveau bouton externe, le niveau des deux baignoires projeté à la date de la course. On suppose un affûtage classique, donc entraînement à très faible volume, juste de quoi pas perdre la forme, la petite baignoire se vide, la grosse reste pleine, donc logiquement ça devrait améliorer la précision. Il y a un mémoire récent en cyclisme, Moreno 2025, un seul cycliste amateur, donc à prendre avec des pincettes, mais cette étude montre un gain de 14% en ajoutant CTL et ATL aux features d'un modèle. Directionnellement, ça vaut le coup d'essayer, avec la nuance évidente, un cycliste, c'est pas un trailer, c'est juste une indication. Et ben mon modèle décide que l'ATL ne sert à rien. La courbe lissée se ramène à 0 toute seule. Autrement dit, l'algorithme dit explicitement « cette variable n'apporte aucune information ». Pourquoi ? Eh bien, souvenez-vous de la pondération exponentielle dont on parlait en V1, celle qui donne plus de poids aux sorties récentes qu'aux anciennes. Eh bien, cette pondération-là, elle fait déjà le boulot d'ATL en fait. C'est pas mathématiquement équivalent, mais empiriquement, c'est la même chose. C'est comme s'apercevoir qu'on a acheté un thermomètre à 200 € qui fait que confirmer ce que la fenêtre ouverte nous disait déjà. C'est sympa, mais c'est pas indispensable. Verdict V4, erreur 50,2 secondes, strictement identique au V1, prédiction 7h40, Bannister ne casse rien, mais n'apporte rien. Donc récap, sur 4 modèles, c'est le plus simple, un GAM, avec des contraintes physiologiques bien posées, qui gagne. L'apprentissage profond, moins bon, Bannister pareil que V1, la complexité ne paie pas toujours. Premier gros message. Ok, j'ai un bon modèle, 7h28 prédite par le V1, sauf qu'il y a un petit détail. Mon V1, même avec son facteur de course de 0,94, vous vous souvenez, notre 0,94, bah ça reflète ce que je fais sur mes meilleures sorties d'entraînement, pas une course. Or, le jour J, je vais encore pousser plus fort. J'ai un dossard, j'ai de l'adrénaline, j'ai un objectif, donc il faut une couche de calibration par-dessus. Donc je rajoute 2 nouveaux boutons externes sur ma boîte, par-dessus ce que le V1 contient déjà. Bouton numéro 1, la mentalité de course. C'est un multiplicateur global qui dit le jour J, je vais X% plus vite qu'en endurance pure. Réglage de départ, 0,95, soit 5% de plus rapide. C'est un ordre de grandeur cohérent avec ce qu'on observe en running. Entre l'allure soutenue qu'on tient à l'entraînement et celle qu'on tient en course bien affûtée, on parle typiquement de quelques pourcents, entre 3 et 7, pas plus. Bouton numéro 2, la stratégie d'allure par phase. Donc en ultra, on court pas forcément à un effort constant, on découpe en 4 phases, départ prudent, allure de croisière, allure soutenue, sprint final. Chaque phase a son propre multiplicateur, c'est 4 sous-boutons en fait. Donc voilà, je règle tous ces boutons ma meilleure estimation, je passe le tracé GPS dans la boîte et j'obtiens une prédiction 6h55. Sauf que 6h55 c'est un point, une valeur unique. Et ça vaut quoi face à toute l'incertitude qu'on a sur les boutons qu'on vient de régler? Et là Monte Carlo entre en scène. L'idée du Monte Carlo c'est qu'au lieu de régler chaque bouton à une valeur fixe, on va définir une fourchette autour de la valeur centrale et on va tirer dedans au hasard 5000 fois. Concrètement, voici ce qu'on tire à chaque simulation. Alors on va tirer le bouton de mentalité de course, au lieu de le visser à 0,95 pile, je dis la vraie valeur elle tourne autour de 0,95, probablement entre 0,99 et 1,01, et de toute façon jamais en dehors de 0,85 et 1,05. Pourquoi ces bornes? Au-delà ça voudrait dire soit pousser 15% plus vite qu'à l'entraînement, c'est impossible, soit courir 5% plus lentement, peu probable un jour de course. Et je vais tirer 5000 fois dans cette fourchette, plus souvent près du centre que des bords. Les 4 multiplicateurs de phase, pareil, et chacun sa fourchette autour de sa valeur centrale, avec une subtilité, c'est que la fourchette elle s'élargit au fil de la course. Le départ prudent, je le contrôle bien, fourchette serrée. Le sprint final, j'en sais rien, peut-être que j'aurai plus de jambes, peut-être pas, fourchette large. Et qu'est-ce qu'on tire pas? Le tracé GPS de la course, on le connaît, il bouge pas. Les boutons internes de V1, ils sont fixés une fois pour toutes par l'entraînement, on tire uniquement les boutons externes liés à mon comportement le jour J. C'est-à-dire ceux qui sont vraiment incertains. Donc 5000 simulations, 5000 jeux de boutons différents, 5000 trajectoires possibles, et au bout, j'obtiens pas un temps, j'obtiens une distribution. Et c'est puissant parce que ça me dit pas juste tu vas faire 6h55, ça me dit voilà toutes les versions du jour J qui pourraient arriver, voilà la médiane, voilà l'intervalle où il y a 80% de chances que ton temps tombe. Les premières versions, avec ces réglages issus de la littérature, médiane à 6h55, intervalle de prédiction à 80% entre 6h38 et 7h14. Joli. Sauf qu'à ce stade, je me dis, mais pourquoi je reste sur un a priori tiré de la littérature? J'ai 3 ans de mes propres données, je devrais pouvoir calibrer ce bouton mentalité de course mieux que ça. Et c'est là que je tombe dans un piège classique. Allez, on fait du bayésien propre. Ok, si je veux calibrer proprement ce multiplicateur mentalité de course, il me faut un échantillon des moments où j'étais vraiment à l'effort de course. Donc, je fouille mon historique,
et je garde que les kilomètres où je poussais vraiment fort, au-delà de ma fréquence cardiaque de compétition. Ça me fait quelques centaines de kilomètres étalés sur 3 ans de sortie, et pour chacun, je compare mon allure réelle à celle que le modèle prédit pour un effort tranquille. Et le verdict tient en un chiffre, à l'effort course, je vais 13% plus vite qu'en endurance pure. Et j'injecte ça dans mon Monte Carlo. Nouvelle médiane, 6h21. Magnifique, mon modèle est calibré sur mes propres données, c'est la rigueur statistique, je suis fier, je passe l'info moi-même. Et là, le coureur en moi, il regarde le chiffre du statisticien en moi et il dit 6h21, c'est complètement con, si j'arrive à faire moins de 7 heures déjà, je serais hyper content. Bon, j'ai deux versions de moi-même qui sont pas d'accord. Le statisticien dit 6h21, l'athlète il dit non. Alors question, qui a raison? C'est comme un GPS qui vous annonce qu'il y a une route directe, sauf que vous savez que c'est un chemin de chèvre infranchissable en hiver. Et le GPS il a raison sur la base de ces données, mais vous avez une information qui n'est pas dans le GPS. J'ai donc 3 options. A. Faire confiance aux données aveuglément. B. Ignorer les données et juste deviner. Ou C. Comprendre pourquoi les deux sont pas d'accord. Donc c'est la troisième que je choisis. Et j'ai trouvé 2 raisons, et les 2 sont des leçons. La première raison, c'est l'empilement de multiplicateurs aveugles. Vous vous rappelez du 0,94 là, que je vous ai dit de noter tout à l'heure, le facteur de course de V1 calibré sur mes meilleures sorties trail? Le voilà qui revient. Donc récapitulons. 1, j'ai mon V1 qui contient déjà son facteur de course à 0,94, soit moins 6% par rapport à la moyenne d'entraînement. 2, par-dessus j'ai rajouté la mentalité de course, moins 5%, et 3, par-dessus j'ai encore rajouté la stratégie d'allure négative, moins 3,5% pour un total de moins 14%. Or, dans la vraie vie, le gain réaliste maximum entre endurance et course bien préparée, c'est de l'ordre de 5 à 7%. Pas 14. Et en fait, j'ai compté 3 fois la même chose. Et le pire, c'est que c'était sous mon nez. J'ai juste oublié de regarder. Deuxième raison, biais de fenêtre temporelle. Mes kilomètres à 149 BPM, c'est des moments d'effort soutenu de 5 à 10 minutes, pas 7 heures consécutives. Et extrapoler ce qu'on tient sur 5 minutes à ce qu'on tient sur 7 heures continues, c'est physiologiquement aberrant, c'est même complètement con, et c'est le piège classique des modèles VMA ou seuil. Ce que vous tenez 5 minutes, ça traduit pas linéairement un effort qui dure 7 heures en montagne. Donc, je recalibre à l'envers. Je pars de l'intuition d'athlète, cible réaliste 7h05 à 7h15, je remonte aux paramètres et concrètement je teste à la main différentes valeurs des boutons jusqu'à ce que la distribution de Monte Carlo tombe pile sur cette cible. Donc ça me donne une mentalité de course à 0,97 plutôt qu'à 0,95 et une stratégie d'allure redistribuée sans accélération nette. Verdict final, médiane à 7h15, intervalle de confiance entre 6h59 et 7h31. C'est aligné avec l'intuition. En dessous de 7 heures, je serais content, ça tombe pile dans le 10% rapide. 6h15 aberrant, c'est exclu d'intervalle de confiance à 90%, donc c'est cohérent. Et ça, c'est le raisonnement bayésien en vrai. On part d'un a priori, on le confronte aux données, et quand le résultat sent mauvais, on le gobe pas, on rajoute un troisième ingrédient. Ici, ma connaissance de moi-même en tant qu'athlète. Le cycle, en clair, c'est a priori venu de la littérature 0,95. Je le confronte à mes données, 0,87. Test du sens commun, ça passe pas, je corrige avec l'expertise, retour à une valeur réaliste. Parce qu'un modèle calibré sur une seule personne, qui ignore l'introspection de cette personne, c'est un modèle qui passe à côté d'une information capitale. L'intuition du sujet sur lui-même, c'est aussi de la donnée. Pas mesurée, pas chiffrée, mais aussi valide qu'une mesure. Et non, c'est pas une triche pour faire dire au modèle ce que je veux. Le fait d'avoir découvert le biais dans les données avant de corriger, c'est justement ce qui montre où les données seules peuvent vous mener si vous ne les regardez pas en face. Voici mes repères d'allure pour le jour J. Si je passe au kilomètre 25 à 3h25, je suis dans la médiane, à 3h15, je suis dans le 10% rapide, à 3h35 dans le 10% lent. Voilà mes repères, voilà ce avec quoi je vais courir. Bref, au bout du voyage, médiane 7h15, intervalle de prédiction à 80% entre 6h59 et 7h31. Voilà, mais 7h15 de souffrance projetée. Plus ou moins 16 minutes. 3 trucs à retenir. 1. La complexité ne paie pas toujours. Sur 474 sorties, un gamme bien contraint, ça bat l'apprentissage profond et ça égale Bannister. Le bon modèle, c'est pas le plus sophistiqué, c'est celui qui injecte la bonne connaissance physique au bon endroit. 2. Les contraintes physiologiques valent mieux que la flexibilité. Forcer la monotonie de la fatigue, ça divisait l'erreur par 2. Donc une contrainte bien posée, ça vaut 1000 paramètres réglés à l'aveugle. Et 3. Calibrer un modèle, c'est pas que des données. Les données empiriques peuvent vous mentir quand elles ont un biais structurel, comme l'effet de fenêtre temporelle,
Et l'expertise du sujet est un a priori légitime. C'est ça, le raisonnement bayésien en vrai. Mais attention, là on a fait quelque chose de précis. On a prédit ce qui se passerait si tout se passait comme prévu. Et comme prévu, ça veut dire un paquet de trucs. Soyons honnêtes 2 minutes. J'ai justement testé mon modèle sur une course que j'avais déjà courue, le Swiss Canyon Trail 30 km en 2024. Même course en édition courte. La fin du 30 km partage d'ailleurs ses sections avec le 51 km à venir. Même organisateur, même état d'esprit à l'époque, et j'ai réentraîné mon modèle V1 en n'utilisant que mes données antérieures à cette course. Pas de tricherie, pas de fuite d'infos, et puis j'ai comparé sa prédiction à mon temps réel. Donc verdict brut, 22 minutes d'écart entre prédit et réel. Sur 4h40 de course, ça fait 8%. Décevant ? Attendez, quand je décompose cet écart par cause, ça devient intéressant. J'ai 5 minutes, un bouchon au kilomètre 5 dans un single track étroit avec 200 ou 300 coureurs devant moi. Je suis à l'arrêt sur certaines portions. Alors évidemment, c'est pas prédictible, c'est pas dans le modèle, ça c'est dans l'organisation de la course. J'ai 11 minutes d'écart qui sont dus à un crash nutrition à partir du kilomètre 22. J'ai le glycogène en chute, dégradation progressive de l'allure sur toute la fin. Théoriquement contrôlable, c'est moi qui ai merdé sur le ravito, c'est comme ça. Hein. D'ailleurs, retenez-le bien, celui-là. Et le reste, environ 6 minutes d'écart, c'est l'erreur intrinsèque du modèle, soit 2,3% sur la course test. Et pour situer vite fait, la meilleure référence publique pour prédire un marathon depuis l'entraînement, pas depuis des splits pris pendant la course, c'est Tanda en 2011, et c'est autour de 3% d'erreur sur le temps total sur des amateurs. Moi, sur trail, un seul athlète, je suis à 2,3%. Soit, sur une course de plus de 4 heures, dans une fourchette de 6 minutes. C'est honnête. Sauf qu'il y a un autre truc que j'ai découvert en regardant les résidus de plus près. Donc les résidus, c'est les écarts au modèle. Sur les 10 derniers kilomètres de la course, en 2024, le terrain, il était dégueulasse. Il était plein de boue, il y avait des grosses traces de tracteurs, c'était impossible de courir, même sur les portions plates et en descente. Donc j'ai mis ça sur le compte du crash nutrition pendant des semaines, parce que de toute façon, j'étais cuit à la fin de ma course. Mais en croisant les résidus avec le profil du terrain, c'est sans appel, les portions qui devraient être courables, elles étaient à 2 ou 3 minutes par kilomètre plus lentes que prédit. Et pas parce que je crachais, enfin aussi un peu parce que je crachais, mais de toute façon, parce que je pouvais pas courir. Et ça, c'est typiquement le truc que le modèle, il peut pas savoir à l'avance. La pente, je l'ai dans le GPS, l'état de la Terre le jour J, non. Donc, voilà comment je formulerai une fourchette honnête pour le 51 km, le 53 km. Best case, meilleur scénario, tout roule, nutrition propre, pas de bouchon, terrain sec, autour de 7h20. Réaliste, nutrition correcte, bouchons normaux, terrain standard, entre 7h25 et 7h30. Si la nutrition foire, comme en 2024, entre 7h50 et 8h, et catastrophique, nutrition KO, plus partie trop fort, plus terrain pourri, autour de 8h05. 45 minutes d'écart entre meilleur scénario et la catastrophe, c'est énorme. Et le point clé, c'est que ces 45 minutes-là, elles sont entre mes mains. Ou dans les mains des organisateurs, ou de la météo, mais c'est pas dans la précision du modèle. Et puis, il y a tout ce que j'essaie même pas de modéliser. La météo, le terrain technique versus la piste roulante, la mentalité de course, jamais vraiment calibré, l'état des jambes au réveil, une sortie test à effort course en pré-course qui aura affiné certains modèles. Alors, je pourrais tester ça peut-être pour la prochaine fois. Ah, et puis évidemment, ce modèle, il est calibré sur moi. Mon Strava, mon historique, vous voulez pour vous, digérez votre propre Strava. Mon modèle, c'est ce qu'on appelle un N of one, c'est pas un modèle générique, il est vraiment spécifique à moi. Donc voilà comment je formulerai en une phrase ce que ce modèle fait vraiment. Le modèle prédit tout ce qui se passerait si tout se passait comme prévu, l'écart avec la réalité diagnostique ce qu'elle déconne. C'est sa vraie utilité. Pas de me dire tu vas faire pile 7h15, mais de me donner une carte du jour J où chaque écart à cette carte raconte une histoire. Tu vas plus vite que prévu sur ce kilomètre, soit tu es en super forme, soit le terrain est plus roulant qu'à l'entraînement. Tu vas plus lentement, soit tu craques, soit il y a un bouchon, soit le sol est pourri. Le modèle te donne le point zéro, et c'est toi qui interprètes les écarts. Donc voilà ce que j'avais prédit, et voilà toutes les raisons pour lesquelles la réalité pourrait diverger. Maintenant on passe à ce qui s'est vraiment passé. 8h30. Voilà, je vous avais promis le chiffre à la fin, et le voilà, 8h30. Ma prédiction disait 7h15. Mon pire scénario, le catastrophique, vous vous souvenez, il disait 8h05. J'ai fait 8h30, 25 minutes au-delà de ma propre catastrophe. Dans la première réaction, vous vous dites, le modèle il s'est planté, l'autre il est complètement débile, tout ce baratin sur le gamme contre 1, le Monte Carlo, le bayésien et tout, pour finir 25 minutes à côté de la plaque. Sauf que non.
Regardez ça, les 32 premiers kilomètres, j'ai 3 minutes d'écart avec la prédiction. 3 minutes. Sur 32 bornes de montagne, le modèle, il était quasi parfait. Pile sur la carte. Puis kilomètre 32, le ventre il lâche. Et d'un coup, je me prends 17 minutes dans les dents en une fois. Un arrêt technique, je vous épargne les détails, mais disons que côté estomac, ça suivait plus du tout. Et le pire, c'est même pas l'arrêt, le pire, c'est après. Parce que pendant 1h30, 2 heures, impossible de manger, impossible de boire, impossible de courir même, parce que chaque impact au sol, chaque foulée, ça me déclenchait des maux de ventre pas possibles. Donc, je marche, je me traîne, faut accepter. Et quand le ventre se calme enfin et que je peux relancer, il est trop tard. J'ai plus de jus, j'ai plus de miettes de sucre disponibles et j'étais complètement sec, le réservoir à 0. Qu'est-ce qui a pêché ? Pas le modèle, la nutrition. Les prédictions de temps sont bonnes jusqu'au moment précis où il n'y a plus rien qui va. Et là, vous vous rappelez ce que je vous disais en partie 6, le modèle prédit ce qui se passerait si tout se passait comme prévu, l'écart avec la réalité diagnostique ce qui a déconné. Voilà, grandeur nature, le modèle il était parfait, sans tenir compte de la vraie vie. Et la vraie vie, ce jour-là, c'était mon estomac. Et il y a une ironie là-dedans, c'est qu'en 2024, sur la course test, mon crash nutrition il était au kilomètre 22. En 2026, rebelote, au kilomètre 32, le même ennemi 2 fois, mais cette fois la cause est différente. Et elle vaut le coup qu'on s'y arrête. Une semaine avant la course, ils annoncent des chaleurs énormes. Et là, tout mon plan nutrition tombe à l'eau. Ma façon de parler. Parce qu'avec ces températures, je dois ingérer beaucoup plus de liquide pour compenser les pertes en eau. Beaucoup plus. Et le problème, c'est que cette stratégie-là, je l'avais jamais vraiment testée à l'entraînement. Surtout pas sur 7 ou 8 heures d'affilée. Mais en même temps, je pouvais pas prendre le risque inverse. Pas boire assez, sur une course aussi longue, par une chaleur pareille, c'est le coup de chaleur ou la déshydratation sévère à la clé. Donc j'ai tranché, un équilibre, un risque que j'ai pris en connaissance de cause, et ce jour-là, le risque, il est tombé du mauvais côté. Et c'est là exactement que ça devient intéressant. Comment on définit une stratégie de nutrition et d'hydratation quand on n'a pas le droit à l'erreur ? Combien de liquide, au minimum, je devrais emporter et boire pour pas finir cuit ? Et comment on estime ça, chiffre à l'appui ? Ça, c'est toute une histoire, et c'est l'objet de la prochaine vidéo. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un commentaire. À bientôt.